Un jour, un pays décide de tourner le dos à ceux dont il dépend depuis des décennies. Cette rupture, au lieu d'apporter la sécurité promise, ouvre d'abord la porte à la pénurie, à la critique et à la peur. Que signifie, pour un peuple, le choix d'un dirigeant comme Ibrahim Traoré lorsqu'il mise son avenir alimentaire sur une seule décision radicale? Dans le silence des champs du Burkina Faso, une expérience inédite commence, et avec elle, la possibilité que cette petite nation bouscule l'équilibre agricole de tout un continent. Cette histoire suit un fil clair. Comprendre comment un pays réputé dépendant des intrants agricoles occidentaux a décidé d'y renoncer presque d'un coup. La promesse est simple: montrer en quoi ce pari, porté par Ibrahim Traoré, peut redéfinir la souveraineté alimentaire du Burkina Faso et inspirer d'autres États africains. Au centre, il y a un geste politique précis: fermer les frontières aux semences brevetées et aux engrais chimiques importés, et réorienter le système agricole vers des semences indigènes comme le mil et le sorgho, ainsi que vers des engrais organiques. Mais derrière ce geste, les enjeux sont vertigineux. Un pays qui importait pour 2,7 milliards de dollars d'intrants agricoles par an s'expose à une hausse des prix, à des pénuries locales et à la pression du FMI, des médias occidentaux et des partenaires traditionnels. Ce récit montre donc comment ce choix, loin de n'être qu'un slogan politique, devient un test grandeur nature de la capacité d'un État sahélien à se nourrir lui-même. La première surprise, c'est la date et la brutalité de la décision. Le 16 mars 2023, les camions chargés de semences et d'engrais venus d'Occident se voient interdire l'accès au Burkina Faso. En quelques jours, le pays amorce une rupture avec un modèle agricole fondé sur des intrants importés, alors même qu'il dépendait historiquement des importations pour nourrir sa population. Dans les années précédant ce tournant, les agriculteurs burkinabés ont vu leur sol transformé par des semences brevetées et des engrais chimiques. Chaque saison de culture rappelait cette réalité. La productivité tenait à des produits venus de l'extérieur, payés cher et souvent peu adaptés au climat rude du Sahel. Le cycle était connu: acheter des intrants importés, s'endetter, supporter la volatilité des prix internationaux, puis recommencer. Lorsque Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, en ancien officier devenu chef d'État, il hérite de ce système où l'indépendance est davantage proclamée que réelle. Dans ce contexte, la décision de fermer les frontières aux intrants occidentaux apparaît comme un geste de rupture totale. Les analystes occidentaux dénoncent rapidement une mesure imprudente, et le FMI la qualifie de geste déstabilisateur, prévenant d'une possible crise alimentaire. Les premières semaines semblent leur donner raison. Les stocks de semences baissent, les prix des produits de base montent, et les zones les plus vulnérables ressentent immédiatement le choc. Pourtant, un autre mouvement se met en marche en parallèle. Les agriculteurs commençant à échanger des semences locales, à revaloriser des variétés résistantes aux sécheresses et à expérimenter des engrais organiques issus de déchets agricoles. Cette réaction, encouragée par le gouvernement d'Ibrahim Traoré, ouvre la porte à une recomposition du modèle agricole, où la dépendance extérieure n'est plus considérée comme la seule voie possible. Au centre de cette transformation, Ibrahim Traoré devient le visage d'une révolution agricole inattendue. Ancien lieutenant-colonel, propulsé au pouvoir après un coup d'État, il est perçu comme un homme d'action plus que de discours, prêt à engager des bras de fer là où d'autres auraient opté pour des compromis graduels. Les premières semaines du blocus offrent deux scènes contrastées. D'un côté, des marchés où les prix s'envolent, des ménages urbains inquiets et des critiques qui dénoncent une prise de risque excessive. De l'autre, dans les campagnes, des regroupements de paysans qui ressortent des semences indigènes, organisent des échanges locaux et commencent à fabriquer leurs propres engrais organiques. Un microcas illustre ce basculement. Dans plusieurs régions, des coopératives naissantes se structurent autour de la production de compost et d'engrais organiques, en s'appuyant sur les formations lancées par l'État.
Là où les intrants importés faisaient la loi, les déchets agricoles et les cendres deviennent peu à peu des ressources stratégiques. Le rôle d'Ibrahim Traoré est alors double: incarner politiquement la rupture et maintenir la confiance d'une population exposée à des difficultés immédiates. En répétant que l'indépendance ne peut pas se négocier, il place la souveraineté alimentaire au même niveau que la souveraineté politique. Ainsi, les premiers effets visibles ne sont pas seulement économiques, mais aussi psychologiques. Une partie du pays commence à envisager sérieusement la possibilité de se nourrir sans passer par les circuits occidentaux. La séquence des événements peut se lire en 3 temps: déclenchement, montée de tension, puis réorganisation progressive. D'abord, le déclenchement. Le 16 mars 2023, les frontières se ferment aux intrants agricoles occidentaux. Semences brevetées, engrais chimiques importés, tout ce qui soutenait le modèle dominant est stoppé. Cette décision n'est pas prise dans un vide, mais elle agit comme un choc immédiat sur le système. Les stocks déjà présents dans le pays commencent qu'en mai à se raréfier, et les circuits de distribution habituels se grippent. Vient ensuite la montée de tension. Dans les premières semaines, les signes d'alerte se multiplient. Pénurie localisée, prix des denrées de base qui grimpent, inquiétude dans les zones les plus vulnérables. Les médias occidentaux annoncent une crise imminente et certains experts pronostiquent une catastrophe humanitaire si le pays ne revient pas rapidement sur sa décision. Le FMI qualifie le geste de déstabilisateur, insistant sur les risques macroéconomiques. Sur le terrain, des agriculteurs constatent qu'ils ne peuvent plus compter sur les intrants qu'ils utilisaient depuis des années. C'est dans ce contexte tendu que commence la réorganisation progressive. Plutôt que de céder à la panique, de nombreux paysans se tournent vers des semences indigènes, adaptées depuis longtemps au climat sahélien. Le mil, le sorgho et d'autres variétés locales sont redistribuées à grande échelle. Parallèlement, le gouvernement lance de vastes programmes de formation à la production d'engrais organiques à base de déchets agricoles et de cendres. Le mot d'ordre qui circule alors peut se résumer en une formule: grandir avec son sol, pas contre lui. Dans plusieurs régions, des camions chargés d'engrais organiques et de semences locales en provenance du Mali et du Niger commencent à entrer au Burkina Faso, illustrant une nouvelle forme de coopération régionale. Ce commerce intra-africain ne remplace pas instantanément les flux occidentaux, mais il montre qu'une autre architecture d'approvisionnement est possible. Pendant ce temps, la pression diplomatique augmente. Des partenaires européens suspendent certains programmes d'aide, espérant ainsi inciter le pays à revenir à l'ancien modèle. Mais la position affichée par Ibrahim Traoré reste ferme. L'indépendance ne se négocie pas sous la menace de sanctions implicites. Au lieu de reculer, le Burkina Faso s'enfonce davantage dans sa trajectoire de rupture, au prix d'une période de transition tendue, mais structurante, pour la suite. Pour mesurer l'ampleur du virage engagé, il faut regarder les chiffres qui émergent dans les premiers mois. Le premier indicateur marquant est une réduction de 40% des importations alimentaires, un résultat notable pour un pays longtemps dépendant de l'extérieur pour se nourrir. Ce recul ne signifie pas que toutes les vulnérabilités ont disparu, mais il montre qu'une part importante de la demande commence à être couverte autrement que par les circuits habituels. Parallèlement, les récoltes locales affichent une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente. Cette progression est attribuée à la montée en puissance des semences indigènes et à l'amélioration de la qualité des sols grâce aux engrais organiques produits localement. Loin de l'idée selon laquelle seules les semences dites de haute qualité importées garantissent de bons rendements, l'expérience burkinabé suggère que les variétés adaptées au Sahel peuvent offrir des résultats solides quand elles sont soutenues par des pratiques agronomiques cohérentes. Un autre chiffre frappe. Près d'1 million d'hectares de terres agricoles sont restaurés dans le cadre du programme de souveraineté alimentaire financé par le gouvernement. Cette restauration ne se limite pas à remettre des parcelles en culture. Elle implique une transformation des pratiques avec moins d'engrais chimiques et davantage d'amendements organiques,
L'impact se mesure autant en termes de productivité qu'en termes de santé des sols et de biodiversité. Sur le front des intrants, environ 300 000 tonnes d'engrais organiques sont produites localement dans les premiers mois, ce qui permet de remplacer une partie significative des engrais chimiques importés. À cela s'ajoutent plus de 50 000 tonnes d'engrais organiques en provenance du Mali et du Niger, renforçant la résilience du pays en s'appuyant sur une solidarité régionale. Ce mouvement traduit l'émergence d'un bloc sahélien cherchant des solutions internes plutôt que des réponses venues de l'extérieur. Les données sociales suivent la même dynamique. Dans les zones rurales, le taux de pauvreté recule de 10% en 8 mois, signe que l'autosuffisance alimentaire et la réduction de la dépendance aux importations ont des effets directs sur le revenu et la sécurité des agriculteurs. La stabilisation progressive des prix alimentaires, après la phase de tension initiale, offre aux familles une marge de respiration. Pris ensemble, ces chiffres racontent une histoire différente de celle annoncée par les scénarios catastrophistes du début. Celle d'un pays qui commence à inverser un cycle de dépendance vieux de plusieurs décennies en s'appuyant sur ses ressources, ses paysans et un leadership décidé à maintenir le cap. Pour comprendre la portée du choix d'Ibrahim Traoré, il faut présenter honnêtement les deux camps. Les partisans de sa politique soutiennent que l'autosuffisance alimentaire est un impératif de souveraineté et une nécessité économique. Ils soulignent les milliards de dollars économisés sur les intrants, la montée en puissance des semences locales et la réduction de l'empreinte écologique grâce à la baisse des engrais chimiques. Pour eux, le pari est risqué à court terme, mais indispensable pour sortir d'un modèle où le Burkina Faso reste prisonnier des fluctuations des marchés mondiaux. Les critiques, eux, insistent sur les risques concrets de la rupture. Ils rappellent que la fermeture des frontières a provoqué une hausse immédiate des prix, une raréfaction des semences importées et des tensions dans les régions les plus fragiles. Selon eux, le pays ne dispose pas encore d'une infrastructure suffisante pour produire, stocker et distribuer partout des engrais organiques et des semences indigènes en quantité. Ils craignent que, sans soutien international important, la transition ne se traduise par des pénuries durables et un isolement diplomatique. La réponse apportée par les résultats observés reste nuancée. Oui, les risques soulignés par les critiques étaient réels, et certains perdurent. Mais les chiffres de production, la montée des coopératives locales et la stabilisation progressive des prix montrent que la société burkinabé a une capacité de réorganisation souvent sous-estimée. Plutôt que de nier les difficultés, l'approche d'Ibrahim Traoré consiste à les assumer comme le coût d'un changement de trajectoire. Ce Stillman permet de formuler une conclusion intermédiaire. La décision n'est ni un miracle facile, ni une folie irrationnelle. C'est un pari structuré sur l'autonomie, fondé sur l'idée que la dépendance a un coût caché que les chiffres officiels ne reflètent pas toujours. En ce sens, le débat autour de la politique de Traoré dépasse le seul Burkina Faso et pose la question de ce que signifie, pour n'importe quel pays, construire sa souveraineté alimentaire dans un monde interdépendant. Au milieu de cette trajectoire, une phrase s'impose. La dépendance n'est pas une fatalité. Le tournant vient lorsque les premières récoltes issues de semences indigènes, nourries aux engrais organiques, dépassent les attentes initiales. Non seulement les rendements se montrent plus robustes que prévu, mais les cultures résistent mieux aux conditions extrêmes du Sahel. L'espoir cesse alors d'être un simple discours politique et prend la forme de chants qui tiennent, malgré la sécheresse et la rareté des intrants importés. Pour Ibrahim Traoré, ce moment vaut démonstration. Il confirme que la rupture avec les produits occidentaux n'est pas synonyme d'effondrement automatique. À l'extérieur, ce basculement ne passe pas inaperçu. Des pays comme le Mali et le Niger observent de près l'expérience et commencent à s'y référer pour repenser leur propre modèle agricole. En interne, la réussite relative de ces premières récoltes
renforce la légitimité d'une politique que beaucoup jugeaient intenable. La révolution agricole burkinabé, encore fragile, quitte ainsi le registre du symbole pour entrer dans celui d'un laboratoire concret de souveraineté alimentaire en Afrique. Les conséquences de cette politique se lisent à plusieurs niveaux, du village à la scène régionale. Pour les agriculteurs d'abord, le changement est tangible. L'abandon progressif des semences importées au profit des variétés locales réduit la dépendance financière à des produits trop coûteux. Les formations à la production d'engrais organiques, combinées aux échanges de semences indigènes, donnent aux paysans davantage de contrôle sur leurs outils de travail. La baisse de 10% de la pauvreté rurale en 8 mois illustre que cette autonomie accrue se traduit aussi en revenus. Pour les ménages burkinabés, les effets se mesurent dans la stabilité relative des prix alimentaires après la phase de tension initiale. Les premières semaines ont été marquées par des hausses parfois brutales, mais la montée de la production locale et la meilleure utilisation des ressources régionales ont permis de contenir une part des chocs. La réduction de 40% des importations alimentaires signifie que les familles dépendent un peu moins des aléas des marchés internationaux. Pour les élites politiques et économiques, cette trajectoire redéfinit le rapport aux partenaires extérieurs. Les suspensions d'aide européennes rappellent le coût potentiel d'une ligne trop indépendante, mais le soutien de voisins comme le Mali et le Niger montre qu'une autre forme d'alliance est possible. Le Burkina Faso devient un cas d'école, observé attentivement par des pays qui se demandent s'ils peuvent eux aussi réduire leur dépendance aux intrants importés sans plonger dans le chaos. Pour la région du Sahel, enfin, l'expérience burkinabé agit comme un catalyseur. En renforçant les échanges de semences locales et d'engrais organiques, le pays contribue à la construction d'un embryon de marché agricole intégré. Les 50 000 tonnes d'engrais organiques importés depuis le Mali et le Niger ne sont pas seulement un flux commercial. Elles symbolisent la possibilité d'une sécurité alimentaire construite à partir des ressources africaines. Au total, les conséquences ne se résument ni à un succès linéaire, ni à un échec évident. Elle montre un pays qui a accepté de traverser une phase de trouble pour tenter de renforcer son autonomie, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré et d'une vision où la souveraineté alimentaire devient un pilier central de la souveraineté tout court. Sur les 6 à 12 mois qui suivent, 3 scénarios se dessinent pour le Burkina Faso. Le scénario optimiste imagine une stabilisation complète de l'agriculture nationale. Les coopératives continuent de se développer. La production locale de semences et d'engrais organiques progresse régulièrement. Et le pays parvient non seulement à couvrir l'essentiel de ses besoins, mais aussi à envisager des exportations ciblées. Dans ce cas, le Burkina Faso devient une référence régionale en matière de souveraineté alimentaire. Et la décision d'Ibrahim Traoré est célébrée comme un pari gagnant. Le scénario intermédiaire, souvent jugé plus réaliste, combine avancée et fragilité. La production locale couvre une part croissante de la demande intérieure, mais des pénuries périodiques continuent d'apparaître, notamment en cas de sécheresse ou de mauvaise coordination logistique. Les prix restent globalement stables, avec des pics temporaires. Les partenariats régionaux avec le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel deviennent indispensables pour lisser ces à-coups, tandis que l'autosuffisance totale reste encore hors de portée à court terme. Le scénario pessimiste envisage un retour partiel à la dépendance. Si l'essor des semences indigènes et des engrais organiques ralentit, si les infrastructures de stockage et de distribution ne suivent pas, le pays pourrait être contraint de rouvrir plus largement ses frontières aux intrants étrangers. Dans ce cas, la promesse de souveraineté alimentaire serait fragilisée, et les inégalités pourraient se creuser entre les régions qui ont su s'adapter et celles demeurées vulnérables. Pour naviguer entre ces scénarios, une chose reste constante: la nécessité d'un pilotage fin, capable d'ajuster les politiques sans renier la trajectoire d'ensemble. Ibrahim Traoré doit alors arbitrer entre le maintien d'un cap ambitieux et la gestion pragmatique des risques,
dans un contexte où chaque ajustement est scruté par la population, les partenaires régionaux et les institutions internationales. Au-delà des chiffres et des mécanismes politiques, cette histoire parle aussi de ceux qui vivent ces changements au quotidien. Pour les jeunes agriculteurs burkinabés, la politique de souveraineté alimentaire ouvre un espace d'initiative. Au lieu de reproduire un modèle importé, ils se retrouvent au cœur d'un laboratoire où leurs choix, leurs essais de semences et leurs techniques de compostage ont un impact direct sur la sécurité alimentaire du pays. Pour les citadins, les premiers mois ont souvent été synonymes de défis. Hausse des prix, incertitude, inquiétude face aux rumeurs de pénurie. Mais à mesure que la production locale se consolide, la perspective d'une alimentation moins dépendante des marchés mondiaux devient plus concrète. L'idée que le Burkina Faso puisse se nourrir à partir de ses propres ressources ne relève plus seulement du discours, mais d'une expérience que chacun ressent à travers la disponibilité des produits sur les marchés. Pour ceux qui observent cette trajectoire de l'extérieur, en Afrique ou ailleurs, le cas burkinabé pose une question plus large. Jusqu'où un pays est-il prêt à aller pour aligner ses choix agricoles avec une vision de dignité et d'indépendance, même au prix de chocs temporaires? La décision d'Ibrahim Traoré ne se résume pas à une mesure technique. Elle touche à la manière dont une nation se perçoit et revendique son droit à façonner son futur. Cette dimension humaine, souvent absente des analyses macroéconomiques, est pourtant centrale pour comprendre pourquoi ce pari continue de rallier du soutien, malgré les risques et les sacrifices qu'il implique. Pour que la trajectoire engagée par Ibrahim Traoré se consolide, plusieurs axes concrets se dessinent. Le premier concerne la formation. Il s'agit d'élargir encore les programmes qui enseignent aux agriculteurs l'utilisation des semences indigènes, la gestion durable des sols, la production d'engrais organiques et la maîtrise de l'eau. Intégrer ces savoirs dans le système éducatif des écoles rurales au centre de formation professionnelle permettrait de faire de la souveraineté alimentaire une compétence partagée et non un simple slogan. Le deuxième axe touche au financement. Le gouvernement doit continuer à soutenir le secteur agricole, mais aussi attirer des investissements capables d'accompagner des technologies adaptées, des solutions de stockage et de transformation locale. Des mécanismes de microcrédit peuvent aider les petites exploitations à franchir le pas vers des pratiques plus résilientes, sans les replonger dans des cycles d'endettement insoutenables. Le troisième axe est celui de la coopération régionale. Renforcer les échanges de semences, d'engrais organiques et de savoir-faire avec des pays comme le Mali et le Niger peut consolider un bloc sahélien résilient, capable de faire face ensemble aux crises climatiques et aux tensions sur les marchés. Enfin, un suivi rigoureux des résultats, rendement, prix, pauvreté rurale, état des sols, est nécessaire pour ajuster la politique en continu. La vision portée par Ibrahim Traoré gagne ainsi en crédibilité lorsqu'elle se traduit par des indicateurs visibles, lisibles par la population comme par les partenaires extérieurs. Au cœur de cette histoire, il y a toujours la terre que les ancêtres ont cultivée, la terre que des générations de paysans ont travaillé avec des moyens limités, la terre que le Burkina Faso cherche aujourd'hui à reconquérir symboliquement. Lorsque Ibrahim Traoré plante des graines dans ce sol, le geste dépasse la simple image politique. Il rappelle que la souveraineté se joue aussi au niveau de chaque champ, de chaque récolte. Les premiers résultats de la politique de souveraineté alimentaire ne sont pas seulement des chiffres sur un rapport. Ils prennent la forme de semences indigènes qui reviennent en force, de sols moins saturés de produits chimiques, de communautés rurales qui se sentent de nouveau au centre du projet national. Cet effort collectif raconte une chose simple. Un pays peut choisir de se relever en s'appuyant sur ce qu'il a sous les pieds, plutôt que sur ce qui lui arrive par conteneur. L'héritage en construction est là, une expérience qui, qu'elle atteigne ou non l'autosuffisance totale,
affirme que la dignité passe aussi par la capacité à nourrir son peuple à partir de sa propre terre. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse la seule question des engrais ou des semences. C'est une réflexion sur ce que signifie, pour une nation, prendre au sérieux son droit à décider de sa manière de se nourrir. Si l'on partage l'intuition d'Ibrahim Traoré, selon laquelle aucune indépendance n'est complète sans souveraineté alimentaire, alors cette expérience devient un miroir pour d'autres sociétés. Pour chacun, la question est simple. Comment soutenir, à son échelle, des choix qui renforcent l'autonomie plutôt que la dépendance? Cela peut passer par un intérêt plus grand pour les systèmes alimentaires locaux, par le soutien à des politiques qui valorisent que les ressources nationales, ou par la diffusion d'histoires comme celle du Burkina Faso. Le cas burkinabé n'offre pas un modèle clé en main, mais un point de départ pour un débat nécessaire sur la façon dont les pays du Sud peuvent reprendre le contrôle de leurs ressources. À partir de là, il appartient à chaque communauté, chaque État, de décider jusqu'où elle est prête à aller pour que sa terre reste le premier garant de sa liberté.